Nous sommes le 12 Nissan, nous allons étudier le Daf Nun Het dans Masechet Ketubot et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Nun Zayin. Rav Shmuel Bar Rav Yehuda Amar Mishum Simpon. On reprend le sujet que l'on étudiait et on avait vu que Minatora, une femme, dès qu'elle est Mekudeshet, dès qu'elle reçoit les Kiddushin, elle devrait pouvoir consommer de la Trouma. Si son mari est Kohen, elle devient Kinyan Kaspo, une acquisition entre guillemets de son mari, et donc elle pourrait manger de la Trouma. Simplement, les sages ont interdit à cette femme de consommer jusqu'à la Choupa, qui avait lieu en général un an après, et donc les Nisuin qui avaient lieu un an après la Choupa. Donc quelle est la raison? On avait donné une première raison de Roula qui disait que c'était de peur que cette femme-là, si on lui apporte de la Trouma à manger, et qu'elle est encore dans la maison de son père en général pendant ces un an entre Kiddushin et Nisuin était chez son père, eh bien on a peur qu'elle serve à manger à ses frères et sœurs avec qui elle a l'habitude de partager ses repas. Et on avait peur que du coup, des gens qui ne soient pas Cohen et qui ne sont pas comme elle, mariés à un Cohen, mangent de la Trouma. C'est la première raison. Deuxième raison, Mishum Simpon, à cause de Simpon qui est un défaut, on a peur qu'en fait, le mari épouse la femme, on lui donne de la Trouma à cette femme en pensant que le mariage est valide, et qu'en fait, au moment de la Choupa, eh bien, il découvre que la femme a un défaut corporel, par exemple, et que ce défaut corporel, finalement, comme elle ne l'avait pas dit, eh bien, on estime qu'il y a eu erreur sur Mekarta ou sur les Kiddushin. Donc, les Kiddushin sont annulés et rétroactivement, et donc on aurait donné à manger de la Trouma à une femme qui, finalement, se retrouvera après ne jamais avoir été mariée. Du coup, la Gemara a su objecter. Yachi nichnesa la choupa. Veloniva à la nami. La Gemara dit, mais si c'est ça alors. Pourquoi tu dis que c'est la choupa? Pourquoi tu dis que c'est la choupa qui autorise la femme à consommer de la trouma? Si tu penses que la trouma, elle n'a pas le droit de la consommer de peur que le mari découvre quelque chose, la choupa en elle-même, le fait de rentrer dans une pièce ou sous un talit, en fonction des avis dans les Rishonim, ne change rien. Tu devrais attendre qu'il y ait une intimité et que c'est après qu'il y ait une relation que on peut estimer que le mari a vérifié qu'il n'y avait pas de défaut et à ce moment-là, le mariage est valide. La Gemara dit Atam, Mivdak, Badik la ve Adam Ariel. La Gemara répond que le mari, avant de rentrer sous la choupa, il vérifie. Alors comment il vérifie? Il demande à ses proches. Il demande à ses proches, aux proches de la femme, est-ce qu'il n'y a pas un défaut? Il s'arrange pour découvrir s'il n'y a pas un défaut. Il faut ici se rendre compte que la bdika, donc la vérification, elle est relative. Parce qu'il ne peut pas vérifier parfaitement en demandant aux proches. Les proches ne sont pas forcément au courant, ne vont pas forcément tout lui dire. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Agma trouve suffisant le fait de se dire que le mari peut vérifier en demandant aux proches. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si on pense que la raison pour laquelle elle ne mange pas de la trouma, c'est de peur qu'il y ait un défaut, à partir du moment où il y a la choupa, on estime que le type est sûr qu'il n'y a pas de défaut, parce qu'on ne rentre pas sous la choupa avec une femme, tant qu'on n'a pas vérifié auprès de ses proches s'il n'y a pas de défaut caché. Elle m'a dit la merata, mais si c'est ça, Aved Kohen, chez le Kahom Israël, l'olichul betrouma, Mishum Simpon. Si c'est ça, un Kohen qui achète un serviteur, et il l'achète à un juif, donc un juif qui est Israël, qui ne mange pas de la trouma, donc le serviteur ne mange pas de la trouma. Maintenant le Kohen il l'achète. Quand il achète ce Eved, une fois qu'il est acheté par le Kohen, il est Kinyan Kaspo, c'est une acquisition humaine du Kohen, et donc il devrait manger de la trouma. Mais selon toi, qui dit qu'on ne peut pas donner à une femme, pourquoi on ne donne pas à une femme tant qu'il n'y a pas eu la choupa? C'est de peur qu'il y ait un défaut. Et bien pareil, lorsque quelqu'un achète un serviteur, il ne devrait pas pouvoir lui donner de la trouma, ce Kohen, tant qu'il n'a pas vérifié que le serviteur n'a pas de défaut qui lui aussi rendrait la vente caduque. L'Agma répond Simpon Baravadim Leka. Il dit écoute, le problème du défaut chez les serviteurs n'existe pas. Pourquoi? Des abarae. Si tu parles d'un défaut extérieur, akahazele, ça se voit. Un défaut extérieur, le type il voit. S'il lui manque un doigt, un bras, une main, il le voit. Des gava. Et si tu dis que c'est un défaut intérieur, un peu comme dans le cas de la femme, c'est un défaut qui ne se voit que lorsque la personne n'est pas habillée. On m'a dit limlacha kabae. Ve shebaseter. Loïr patlé. L'agma dit mais attends, ici on n'est pas en train de parler d'un mariage. Le défaut corporel qui peut déranger chez un serviteur, c'est un défaut qui est visible, qui empêche la personne de travailler. Mais le fait que dans tout ce qui est partie intime, il ait un défaut,
ça ne change rien en ce que son maître attend de lui. Il attend du travail et il n'y a aucun problème à travailler. Si au niveau intime, il n'est pas complet. On va dire peut-être quoi, Nimsa Ganav. Oh, Kobiostus. Elle m'a dit, ah, peut-être que c'est un cas. Tu vas penser d'un cas où le type, on se rend compte que le serviteur, c'est un voleur ou un kidnappeur. Et donc, on ne le savait pas. Elle m'a dit, Guillaume, même ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'une vente qui est faite d'un serviteur et qu'on se rend compte après que le serviteur est un voleur, eh bien, ça ne remet pas en cause la vente. Elle m'a dit quoi? Maïka, Istimizouyan, Oh, Murtav la Malchut. Le dernier cas qui reste, le dernier cas où il peut y avoir un défaut qui remet en cause la vente, on a dit c'est pas un défaut corporel intérieur, parce que c'est pas grave, extérieur ça se voit donc ça ne peut pas arriver. Si c'est juste un voleur, c'est pas si grave. Le vrai cas, c'est dans le cas où le type qui vole, c'est un vrai voleur sérieux, professionnel, armé, ou en plus qui est Murtan la Malchut, c'est-à-dire il est wanted, il a sa tête qui est mise à prix par l'État. Et là, ce type-là, celui qui achète un serviteur comme ça, il peut faire annuler la vente en disant je ne savais pas. Et du coup, peut-être que c'est dans ce cas-là aussi, on devrait dire à un Cohen, ne donne pas à manger à ton serviteur que tu as acheté, de peur qu'on se rende compte après que, en fait, il est recherché par le FBI, et à ce moment-là, la vente est annulée, et tu lui as donné à manger la trauma pour rien. La m'a dit non. Anouk kala itlehu. Lorsque le type il est recherché, donc le type c'est un bandit armé connu, eh bien il y a un col, il y a une rumeur. Ce qui fait qu'on ne peut pas se trouver dans une situation où le type achète un serviteur sans entendre au préalable qu'il est recherché, et ça rend compte après, on n'arrive pas. S'il est recherché, c'est que, en général, les gens le savent. Et donc, il n'y a pas de possibilité ici de simpon, c'est-à-dire de mekartaout, d'annulation de vente à cause d'un défaut corporel ou dans le comportement du serviteur qui ne serait pas su. Soit c'est un défaut qui ne dérange pas, soit c'est un défaut qui est tellement dérangeant que tout le monde le sait, donc l'acheteur aussi. Donc, on revient finalement, on a dit qu'on a deux avis. Pourquoi la jeune femme qui se marie doit attendre la choupa pour manger la trouma lorsqu'elle se marie avec un Kohen? Premier avis, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, puisqu'elle y habite encore. Et deuxième raison, c'est de peur qu'il y ait un défaut chez la femme qui finalement va annuler le mariage. Est-ce que ça dépend du fait qu'elle habite chez son père ou de la possibilité d'annuler à cause d'un défaut? Et l'agma dit Mikdeben les marlo achla may benai, ou l'agma dit mais au final, à quoi ça sert de donner deux raisons? Pourquoi les deux Amoraïs m'ont donné des raisons différentes, puisque finalement ça ne change rien. Elle ne mange pas avant la choupa, alors que ce soit pour une raison X ou Y, est-ce que ça change? Elle m'a dit oui, ça change. Pourquoi? Kabenai ou Kibel, il y a deux cas où il va y avoir une incidence entre les deux, tu as mis les deux raisons. Premier, c'est Kibel. C'est lorsque le mari a pris sur lui l'engagement d'épouser la femme, même s'il y a un défaut. Le type, dès l'Ekidoshin, il a dit là, je vous préviens, je sais que parfois, lorsque la femme a un défaut, le mari cherche à annuler. Moi, sachez que même si dans un an, on la pas, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, moi, je m'engage à l'épouser, parce que je me suis engagé, voilà, je l'épouserai. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte. À ce moment-là, cette femme-là pourrait manger de la trauma, selon le deuxième avis, puisqu'on ne craint pas que les kiddushin soient annulés. Mais selon le premier avis, qui disait que c'était pour pas que ses frères et sœurs mangent de la trauma, ça change strictement rien. Le fait que le mari s'engage à l'épouser, coûte que coûte. Deuxième cas où il y a une incidence à l'Afrique, Massar, Véalar, dans le cas où la fille est partie déjà du domaine de son père, c'est-à-dire qu'elle a envoyé des serviteurs, enfin des shouchim, des envoyés pour récupérer la femme. Une fois que la femme n'est plus dans le domaine de son père, selon la première raison qui disait qu'elle ne mange pas de la trauma de peur de donner à ses frères et sœurs, elle peut en manger, elle n'est plus avec ses frères et sœurs ni avec son père. Selon celui qui dit que c'est de peur qu'on y trouve un défaut, eh ben, il n'y a toujours pas de choupa pour pouvoir dire que le défaut a été trouvé. Rabbi Tarfon Omer, Notnila Kol, Vechoule, Trouma, Rabbi Akiva Omer, Merza Cholin, Merza Trouma, on a dit dans la Mishnah qu'on a une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Lorsqu'un Kohen doit nourrir sa femme, maintenant on passe à une nouvelle partie de la Mishnah qui disait qu'un homme qui nourrit sa femme, il a l'obligation, lorsqu'il est Kohen, quelle est la proportion de la nourriture qu'il doit lui donner quotidiennement, quelle est la proportion qu'il peut donner en trouma? Quel est le problème de la trouma? La trouma, sa femme ne peut la consommer que lorsqu'elle est pure. Et si cette nourriture qu'il lui donne, eh bien, elle veut la vendre,
la trouma a moins de valeur à la vente que choulin. Pourquoi? Parce que la trouma, ne pouvant être consommée que par des kohanim purs, eh bien, il y a une demande qui est moins forte, et du coup, le prix s'en ressent. Et la question ici qu'on va voir, c'est jusqu'à combien on peut lui donner de la trouma. En sachant que lorsqu'elle est nida, elle ne peut pas la consommer, donc elle est obligée de la vendre, et si elle la vend pour 50 euros de vin de trouma, elle récupérera, elle, 40 euros à consommer. Donc du coup, est-ce que j'ai le droit de lui donner tout ou pas? Donc c'est une marloquette. Selon Rabbi Tarfon, on lui donne tout en trouma. Il se débrouille. Selon Rabbi Akiva, moitié-moitié. Et ce qui a l'air d'être selon Rabbi Akiva, c'est qui est plus ou moins moitié-moitié, une manière finalement de compenser toute la période où la femme elle est impure. Si on divise le mois en deux, eh bien, elle aura finalement la moitié du mois, donc presque une quinzaine de jours, dans laquelle elle pourrait être soit nida, soit une impureté extérieure. Et du coup, ça permet de couvrir tous ces moments où elle ne peut pas consommer de la trouma. Et bien, c'est la raison pour laquelle il y a la moitié de cette nourriture qui doit être donnée de manière à être consommable, quoi qu'il arrive pour la femme. Amar Abaye, Abaye vient ici donner deux détails pour préciser quand est-ce qu'il y a une marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Marloquette, Bevat Kohen la Kohen, Aval Bat Israël, la Kohen Divra Kol, Mersa Cholin ou Mersa Trouma. La Gemara nous dit attention, on ne parle ici que d'un cas où la fille se marie à un Kohen et que initialement elle était fille de Kohen. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une moitié de ce qu'elle mange qui est liée à son mari et une autre moitié par rapport au fait qu'elle était à la base déjà Kohenet. Amar Abaye précise encore plus, Marloket Baroussa, Aval Benesouel Divra Kol Mersa Cholino Mersa Trouma. Et même ça, c'est que lorsqu'elle est Aroussa, qu'elle n'est pas encore Nesoua. Et si elle est Nesoua, eh bien il n'y a pas de Marloket. Et l'Agma nous dit que ce que Abaye avait dit de lui-même, qui est un Amora, on a retrouvé finalement cette logique-là dans une braïta qui est antérieure, mais qui donne un poids au halachot de Abaye. Tanya Namiachi, on a aussi enseigné dans une braïta, Rabbi Tarfon Omer notim la akol trouma, Rabbi Akiva Omer mersa cholin mersa trouma. Donc on reprend la marloquette de Rabbi Akiva et de Rabbi Tarfon. Et là-dessus, la braïta dirait exactement la même chose que Abaye. Bameh Dvarim Amorim, de quoi parle-t-on? Bevat Kohen, la Kohen. Lorsqu'on parle d'une fille qui est déjà à la base fille de Kohen et qui se marie avec un Kohen, alors le Bat Israël la Kohen, les Divra Kol mersa cholin ou mersa trouma. Mais sinon, tout le monde est d'accord que la moitié doit être donnée en cholin consommable. Et pareil, encore une fois, Bameh Amorim, Baroussa, Aval Benesouai, Divra Kol, mersa cholin ou mersa trouma. Et pareil, on parle signifie qu'il y a Aroussa, qui n'est pas encore Nesoua, parce que sinon, eh bien, c'est moitié-moitié. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, notim la shteyadot chez Trouma, v'chashel cholin. Troisième avis, Rabbi Yehuda ben Beter pense qu'on lui donne 2 tiers de Trouma et 1 tiers de cholin. Ce qui a l'air ici d'être plus ou moins l'avis de Rabbi Akiva, mais simplement ils ne sont pas d'accord sur la part que l'on doit donner à la femme qui est liée justement à la période où elle est interdite. Est-ce que c'est plus ou moins proche de 1 tiers? Est-ce que c'est proche de 1/2? En gros, est-ce qu'on arrondit au supérieur ou est-ce qu'on arrondit à l'inférieur? Mais l'idée dans les deux cas, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une partie du mois qui correspond à la période où la femme ne peut pas consommer la trouma, une partie du mois où on lui donne quelque chose qui est consommable même si elle est impure. Quatrième avis, Rabbi Yehuda Omer, noten la hakol trouma. Il lui donne tout en trouma. Vehi mocheret velokachat bedamim cholin. Elle achète avec du cholin. Vous allez me dire, c'est pas un quatrième avis, ça a l'air d'être le premier. Rabbi Tarfon, il dit, on donne 100% en trouma. Rabbi Akiva, il dit 50-50. 50% trouma, 50% cholin. Troisième avis, Rabbi Yehuda ben Betera qui dit que c'est 2 tiers, 1 tiers. Rabbi Yehuda vient, il dit, tout est trouma. Il dit, mais tout est trouma, c'est ce qu'il avait dit. Rabbi Tarfon, sauf que non. Rabbi Tarfon, il avait dit, tu donnes tout en trouma, tout court. Rabbi Yehuda dit, non, tu donnes tout en trouma de telle sorte à ce qu'elle achète avec du cholin. Ce qui veut dire qu'en fait, tu lui donnes plus que les 100% que tu lui dois. Tu dois lui donner 1000. Au lieu de lui donner 1000 en cholin, tu lui donnes 1200 en trouma, de telle sorte à ce qu'elle le vend sur le marché, on a dit de la trouma, qui vaut moins que les cholin, de telle sorte à ce que si elle le vend, elle récupère 1000. Donc il y a une grande différence. C'est que selon Rabbi Tarfon, on donne 100% des maisonnotes en trouma,
Alors que sur le Rabbi Yehuda, je donne un exemple, on donne 120%, de telle sorte à ce qu'à la fin, et la marque que l'on trouve finalement entre les 5 avis, il y a deux grandes lectures. Est-ce que, en gros, le fait de convertir la trouma en quelque chose de consommable, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une responsabilité qui incombe au mari ou à la femme? Donc là, ici, on la retrouve bien entre Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Tarfon, moi, je dois lui donner sur Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda, on peut donner la trouma. La question, c'est qui doit se débrouiller pour qu'à la fin, elle ait de quoi manger. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Et donc, du coup, c'est une marloquette entre 100 et, on va dire, 120% de la somme qu'il lui doit. Cinquième avis, Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, comme chez Oskera Trouma, Natimla, Kifla Imbe lui dit, à chaque fois qu'on parle de Trouma, il faut donner le double de Cholin. Donc, lui, il est très généreux. Il pense que la perte liée au fait qu'on lui donne de la Trouma, eh bien, fait qu'on lui donne le double. Donc, il doit lui donner 100 en Cholin à la base que n'importe quelle femme. S'il est Cohen et qu'il veut se débarrasser de sa Trouma pour la nourrir, il lui donnera 200. Il m'a dit, Maï Benayou. Il m'a dit, mais attends, c'est quoi cette marloquette? Ils sont pas d'accord sur le prix de la trouma. Si la trouma, elle vaut 20% de moins, elle va donner 20% de plus. Si elle vaut 40, c'est quoi ce désaccord entre Rabbi Yehuda? Il dit, Rabbi Yehuda, tu donnes un peu plus pour compenser la perte. Et selon Rashbag, tu donnes le double. C'est quoi la marloquette? Kabenayou, tira, la fatigue, la complication. Si tu donnes à la femme la valeur de Trouma, qui si elle la vend, eh bien, va lui permettre de récupérer la valeur initiale de Cholin, il va falloir qu'elle sorte elle-même pour aller au marché, vendre, ce qui n'est pas forcément kavod, ou qu'elle demande à quelqu'un. Elle va être obligée de fournir un effort supplémentaire pour avoir la chose consommable pour elle pendant toute la période où elle est interdite. Du coup, Rashbag dit non, moi ce que je veux, c'est qu'elle le vende facilement benachatrouar, c'est-à-dire que si tu lui donnes le double et qu'à la fin elle le vend pour avoir donc le prix de 100, quand elle vend à 200 quelque chose, elle le vend à 100, eh bien elle est sûre d'avoir un vendeur. Donc je suis certain que sans fatigue, elle aura 100. Si elle veut récupérer une somme qui est plus proche de ce qu'on lui a donné, c'est son problème. Mais à la base, moi je dois lui donner du 100 qui est consommable. Pour avoir du 100 consommable, il faut que je lui donne non pas 150 de Trouma, parce que 150 de Trouma, il faut se fatiguer à aller la vendre au marché. Je lui donne 200, les gens ils viendront chez elle directement pour acheter facilement. Donc elle a quasiment ces 100 de Cholin qui sont consommables. Donc on a vu qu'on avait 5 avis. Est-ce qu'on lui donne 100% en Trouma? Est-ce qu'on lui donne 50% en Trouma? Est-ce qu'on lui donne 2 tiers en Trouma? Est-ce qu'on lui donne 100 et quelques pourcents, plus que 100%, mais pas jusqu'à en tout cas 200? Et dernier avis qui dit qu'on lui donne 200% de ce qu'on lui doit en Trouma pour être sûr que sans fatigue, elle récupère 100%. On avait vu dans la Mishnah que lorsque un mari Cohen décède sans enfant et que son frère fait la mise de Hiboum, eh bien si elle ne peut pas consommer de la Trouma à cause du Yabam. Elle n'est plus mariée au mari, au défunt. Maintenant elle est mariée au beau-frère. Elle ne peut pas. Aïba, mais non, Machil Trouma. Elle m'a dit, Maïtama, pourquoi? C'est sa femme. Elle m'a dit, non, Kinyan Kaspa Marachamana. Kinyan de Arrivu. C'est vrai que le Yabam, normalement, il devrait lui donner parce que c'est sa femme. Simplement, on a dit que la Torah, elle a dit pourquoi une femme consomme de la Trouma à cause de son mari. La Torah, elle n'a pas dit que la femme d'un homme, elle mange de la Trouma. Si la Torah avait dit que la femme d'un homme, elle mange de la Trouma, peut-être que dans ce cas-là, ça aurait marché. Mais la Torah, elle a dit, celui qui mange de la Trouma, c'est le Kinyan Kaspo. C'est la personne qui a été achetée par le Kohen. Donc la femme qui mange de la Trouma, elle ne mange pas de la Trouma parce qu'elle est femme du Kohen. Mange de la Trouma parce qu'elle a été acquise par le Kohen. Du coup, Nafkamina, dans le cas où elle est femme de cet homme parce que c'est son beau-frère qui a fait la mise de Hiboum, mais c'est pas lui qui l'a acheté, c'est le frère à la base qui a payé Kinyan Kaspo, et donc du coup ça ne rentre pas dans le cadre de ce que la Torah dit qu'une femme peut manger la Trouma. La Torah ne parle jamais de femme là-bas, elle dit Kinyan Kaspo, la personne qui a été acquise. On avait dit dans le Mishnah que si elle n'a pas fait un an, ni avec le premier mari, ni avec le deuxième, Asta Shachodashim Ifna Baal. On a dit si elle a fait 6 mois avec le premier, 6 mois avec le deuxième, ou même un an moins un jour avec le premier, un an moins 2 jours avec le deuxième. La Gemara dit Ashta Bifna Baal Amartalo Bifna Yeba Mi Baria. La Gemara dit mais je comprends pas, tu viens de me dire qu'à la base, avec un beau-frère, il n'y a pas de possibilité de manger de la Trouma. Et tu m'as dit
que dans un cas où elle n'a pas vécu un an avec le premier mari, elle a vécu 12 mois moins quelques jours. Elle ne peut pas manger la trouma. Après, tu me dis que si elle a vécu moins de un an avec le Yabam, le beau-frère, elle ne mange pas la trouma. Elle me dit, mais c'est pas shoot. Si déjà avec le mari ça ne marche pas, forcerait avec le Yabam, la Gemara répond, tu as raison. La Mishnah a parlé en disant non seulement ça, mais même ça, mais c'est évident, il n'y a pas forcément de chidouche dans cette partie de la Mishnah. Et à la fin de la Mishnah, on avait dit que le fait qu'une femme qui a été mariée et qui à un moment donné arrive au Nisuin, arrive à la choupa, et à partir de la choupa, elle mange de la trouma, et bien ça aussi, c'est... Mechila, on avait dit dans la Mishnah, on avait dit que normalement un homme, il doit nourrir sa femme au bout d'un an. Donc il y a les kiddushin, au bout d'un an, on prévoyait la choupa. Initialement, on avait dit que, on disait que lorsque la date anniversaire arrivait, et que c'était la date fixée pour la choupa, même si le mari repoussait le mariage, quoi qu'il arrive, l'obligation qu'il avait de la nourrir commençait à partir de cette date-là, et donc il devait à la fois la nourrir, mais il pouvait également lui donner de la trouma. La Mishnah avait dit, Zo Mishnah Reshona, cet enseignement est un enseignement qui est antérieur mais qui n'est plus valable. Le fait qu'à la date prévue, elle mange de la trouma, même si elle n'est pas passée sous la choupa, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on ne donne plus de la trouma à une femme, sauf si elle est rentrée sous la choupa de manière effective. Donc la nafkamina, dans un cas où on avait prévu la choupa le 1er avril, un an avant on avait prévu le 1er avril la choupa, 1er avril le mari repousse d'une semaine, eh bien initialement elle aurait dû pouvoir manger pendant cette semaine-là de la trouma, mais maintenant on a dit non, il faut que la choupa ait lieu. Donc la choupa, si elle est retardée d'une semaine, 10 jours, 2 mois, eh bien la femme ne peut toujours pas manger de la trouma. La Gemara dit maïtama, pourquoi on a changé et pourquoi l'autorisation que la femme avait de manger de la trouma à la base, à la date qui était fixée pour le mariage, pourquoi ça a été annulé et on attend maintenant la choupa. La Gemara dit Amar Ola. Veitemar Rav Shmuel Bar Yehuda. Il y en a qui disent c'est Ola qui l'a dit, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel Bar Yehuda, Mishum Simpon. Le même tarif qu'on a donné tout à l'heure, c'est de peur qu'il y ait un défaut. C'est-à-dire, encore une fois, que si la femme elle mange de la trouma au moment de la date anniversaire, si elle mange de la trouma à ce moment-là, encore une fois, le mari n'a pas vu la femme dans l'intimité, et donc on ne sait pas si elle a un défaut, et donc on ne sait pas si le mariage ne va pas être annulé à la fin, au moins la choupa. Donc du coup, le deuxième Beddin a préféré dire, écoute voilà, au lieu de faire manger la trouma au bout des 12 mois, on préfère attendre et être sûr qu'il y ait la choupa. Donc ça c'est le premier avis. Et l'agma là-dessus elle dit, cet avis qu'on vient de donner, il y a un problème, c'est qu'il est incompatible avec, selon un des avis qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Bishlama le'ola kamaita shemaim zegu lakos bevet avia ubatraita mishum simpon. Le premier Beddin pensait que on interdisait à une femme de manger de la trouma au départ, quand elle était que mes coups d'échette, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. Et le premier Beddin n'avait pas fait attention à cette histoire de défaut qui peut annuler la vente. Ça, c'est le premier Beddin. Et du coup, on disait, voilà, une femme, lorsqu'elle est chez ses parents, elle ne peut pas manger de la trouma. Et dès qu'arrive le temps de la choupa, le moment de la choupa, il peut lui donner aucun problème. Deuxième Beddin qui vient dire, non, on annule. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la date anniversaire, en général, elle partait de la maison. On avait dit dans la Gemara hier que le mari, souvent, il lui trouvait une maison à habiter pendant le moment où il retardait le mariage. Donc, il n'y avait pas de problème de donner à manger à ses frères et sœurs. Simplement, le deuxième Beddin est venu, il dit, attends, il y a un problème maintenant. J'ai pas pensé, c'est quoi? C'est que même pendant cette période-là, où elle n'habite plus chez ses parents, et donc on ne craint pas qu'elle donne de la trouma à ses frères et sœurs, on a peur qu'il y ait un défaut corporel, et que ce défaut corporel puisse créer une annulation du mariage, et donc on aura donné pendant cette semaine-là de la trouma à une femme qui n'y avait pas droit. Donc selon Oula, qui disait que la première raison pour laquelle on ne donnait pas à manger à une mécou d'échette, c'était de peur qu'elle donne à manger à ses parents. Je peux comprendre la différence qu'il y a entre la première Mishnah et la deuxième version de la Mishnah, entre le premier Beddin qui avait estimé qu'au bout d'un an c'était bon, à la date prévue pour la choupa, et le deuxième Beddin qui vient rajouter une nouvelle information qui était de craindre Simpon. Mais selon l'autre avis, on avait dit qu'il y avait un avis qui pensait que dès le départ,
Dans la première version de la Mishnah, on craignait déjà Simpon. Simpon, c'est, on a dit, c'est ce défaut-là qui peut annuler le mariage. Si c'est ça, puisque dans la première version, on connaissait ce problème, qu'est-ce qui s'est passé entre la première version et la deuxième version? Il y avait un premier problème. Avec ce premier problème, on a dit non, c'est bon. Au bout d'un an, il n'y a plus de problème. Et après, on vient dire non, tu sais quoi? À cause de ce problème-là, on va attendre la choupa. Comment? Alors qu'on a déjà la problématique qui est présente, on a réussi à avoir finalement deux versions d'une Mishnah. Selon celui qui dit qu'au départ, on n'avait pas tenu compte du problème du défaut et de l'annulation du mariage, ça va. Premier Beddin, il a regardé qu'un problème. Deuxième Beddin est venu, non, il y a un second problème. Donc finalement, on repousse et on ne permet pas de donner la trouma à la date anniversaire, mais on attend la choupa effective. Selon celui qui dit que dès le départ, on connaissait ce problème-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu comme ça deux versions? Et là, les Rav Shmuel Bar Yehuda, Kamaïta Mishum Simpon, ou Batraïta Mishum Simpon, Maï Benayou, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier Beddin qui a dit qu'on ne donne pas à manger à une Mekou d'échette à cause d'un éventuel défaut, mais qu'on peut lui donner à la date anniversaire, enfin à la date prévue pour la choupa. Et après, à cause de ce même problème-là, il y a un deuxième Beddin qui est venu dire non, finalement, il faut attendre la choupa de manière effective. Donc, Madika Benayou, Dikat Routz. Ma Savab Dikat Routz, Shma Bdika, ou Ma Savab Dikat Routz, Lo Shma Bdika. La marloquette entre les deux, c'est est-ce qu'on peut tenir compte de la Bdika, de la vérification dont on avait parlé tout à l'heure. On avait dit que l'homme, avant de rentrer sous la choupa, on estime qu'il vérifie auprès de ses proches, justement, est-ce que la femme n'a pas un défaut corporel qui est caché. Et entre le premier Beddin et le deuxième Beddin, il y en a un qui au départ pensait que le simple fait que le mari est prévu de l'emmener sur la choupa, il va vérifier, et donc du coup, on n'a plus cette crainte-là. Il y en a qui pensent que c'est pas suffisant, on craint, et c'est ça la nouveauté qu'il y a dans la deuxième version, c'est qu'on craint que même si le mari s'est renseigné, on craint que malgré les renseignements pris, il y ait un défaut qu'il n'ait pas vu et dont on ne lui a pas parlé, et à ce moment-là, il pourrait encore y avoir annulation, et donc on aurait mangé de la trouma à une fille qui n'y a pas droit parce que le mariage n'a pas eu lieu. Donc ce serait comme ça qu'on expliquerait la raison pour laquelle, pour le même problème, on a eu deux halachot différents, deux versions différentes de l'halakha successivement, parce que il y a dans cette même halakha-là, de craindre un défaut, il y a une marloquette. Est-ce que on se suffit d'une vérification comme ça extérieure en demandant aux proches, ou on estime que tant qu'il n'y a pas eu de vérification par le mari lui-même physique, eh bien, on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas d'annulation, et donc du coup, on ne prend pas le risque de lui donner de la trouma. Nouvelle Mishnah. Vous savez, on a déjà dit précédemment que un mari a droit au salaire de sa femme quand elle travaille. Alors, c'est pas forcément si la femme elle gagne des millions ou des milliards, ça ne marche pas. Il y a ici deux parties du salaire auxquelles le mari a droit. Et vous allez voir que c'est en partie par rapport à l'obligation qu'il a de la nourrir. Le mari a l'obligation de la nourrir, et donc lorsque la femme elle travaille, lui il récupère l'équivalent de ce qu'on estime être le travail d'une femme hebdomadaire. Donc lorsque la femme travaille, on estime que de manière hebdomadaire, elle peut fournir, que ce soit à la maison, hein, le travail même qu'elle peut faire, on dit c'est une quantité de couture, une quantité de travail en travail de tissu. Cette quantité qu'elle peut faire, soit à la maison pour le mari, soit à l'extérieur pour un patron, et à ce moment-là récupérer de l'argent, ce travail-là qu'on estime qu'une femme peut donner, eh bien cette valeur-là, elle va au mari. Ça c'est une première chose. Et donc c'est fixe plus ou moins. C'est la valeur qu'a le travail d'une femme en général de cette quantité-là. Donc si la femme par contre elle gagne des milliards, eh bien elle donne une petite partie à son mari et les milliards, a priori, sont pour elle. Ça c'était à la base. Maintenant les chachamim ont demandé aussi à un mari de ne pas faire que nourrir sa femme, il doit aussi lui donner de l'argent de poche. Elle a besoin, elle, d'argent pour autre chose que se nourrir ou se vêtir. Elle a aussi besoin d'argent, et donc il doit lui donner aussi une somme qui équivaut à une ma'a. On parle de ma'ot souvent au pluriel. Ma'a, c'est une quantité d'argent. Et par rapport à ces quantités d'argent, eh bien lui, finalement, on lui a donné dans le salaire d'une femme le mota, c'est-à-dire qu'une femme en général, elle travaille, on a dit, l'équivalent d'une somme d'argent qui équivaut au travail hebdomadaire d'une femme. Cette somme-là, il y a droit. Si la femme gagne plus, eh bien, il aura même le droit à ce surplus. Pourquoi? Parce que lui-même, finalement, il ne donne pas que à manger, il lui donne aussi de l'argent de poche. Mais encore une fois, si la femme,
elle dépasse à la fois la somme normale et à la fois l'équivalent d'une mara de ce qu'il lui donne, eh bien, ce sera pour elle. En tout cas, on verra ici, on a deux halakhot. Quel est le statut du salaire de la femme? Est-ce que le salaire de la femme appartient à 100% au mari ou ça n'appartient pas au mari mais il y a droit? Quel nafkamina? Dans le cas où il fait un éder et il interdit et rend ekdesh le salaire de sa femme. Est-ce que c'est un salaire auquel il a droit? Donc s'il y a droit mais que ça ne lui appartient pas, il ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas? Ou est-ce qu'il en profite parce qu'il y a droit, parce qu'il il le possède, je veux dire, c'est à lui. Et si c'est à lui, il peut être Magdish. Et là, on a ici la Mishnah tout de suite. Un Magdish, c'est des ishto, un réseau, en save ochelet. On dit la Mishnah, celui qui sanctifie le salaire, l'argent qu'a gagné sa femme, ça ne marche pas. Elle peut continuer à consommer tout ce qu'elle a gagné. Il n'y a pas de Ekdesh qui marche sur le salaire de la femme. Maintenant, sur le motard, sur le surplus du salaire, qui est lié au devoir que le mari a de donner l'argent de poche à sa femme, là-dessus, il y a une marloquette. Hamotar, Rabbi Meir Omer, Hekdesh, Rabbi Yochanan, Asanla, Omer Cholin. Marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, Asanla. Selon Rabbi Meir, on arrive à sanctifier le surplus du salaire, le supplément, et selon Rabbi Yochanan, Asanla, ça ne marche pas. Ça, c'était la Mishnah. Mara, Amar Avuna Marav, Yechola Ishalomar le Bala, et Nizonet, venir ça. Ici, la Gemara va tout de suite d'abord être d'âne en disant, en cherchant à savoir, est-ce que l'obligation de nourrir sa femme, qui est-ce qui a commencé, l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'obligation de nourrir sa femme qui, en contrepartie, a créé le droit que le mari a de récupérer le salaire? Est-ce qu'en fait, de base, les Chachamim ont demandé à un homme de nourrir sa femme et pour compenser, il a droit à son salaire? Ou est-ce que non? À la base, le mari a droit au salaire, c'est ça la base, c'est ça l'essentiel. Et comme il a droit au salaire, on se dit, bon, attends, si la pauvre, quand elle travaille, c'est lui qui prend l'argent, il faut bien qu'il la nourrisse. Quel est ici l'essentiel? Est-ce que c'est le fait de la nourrir ou est-ce que c'est le fait de prendre le salaire? Qui a entraîné l'autre? Première lecture, on voit quoi? On a dit ici qu'une femme peut dire, tu ne me nourris pas et je n'ai pas les obligations de te donner mon salaire. Donc du coup, ça a l'air d'être quoi? Ça a l'air d'être que l'essentiel, c'est le fait de la nourrir. Et en contrepartie, il touche le salaire. À tel point que si la femme elle-même veut ne pas toucher, ne pas être nourrie par son mari, elle peut très bien s'en passer. Et en contrepartie, ne prend pas le salaire. Alors que si l'essentiel, c'est que le mari a droit au salaire, qui elle est, elle, pour venir et dire non, 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 on annule, tu touches pas mon salaire et tu ne dois pas manger. Mais on t'a demandé, c'est un droit que j'ai. Donc de là, on voit que en fait, c'est un devoir que le mari a de la nourrir. Et en contrepartie de ce devoir, on a donné droit au mari de recevoir le salaire de sa femme. Qu'à savoir, donc là, on déduit que Kitakino Banane, lorsque Khamis ont fait les takanot, Maisona et car l'essentiel c'était de la nourrir. Maaseadia, et le fait de donner le salaire de la femme au mari, c'est Mishum Eva. On l'a institué pour éviter de créer comme ça une inimité entre le mari et sa femme. Si le mari, il nourrit sa femme et il se ruine pour la nourrir et l'entretenir, et que de l'autre côté, lorsqu'elle gagne de l'argent, tout part pour elle, ça risque de créer une mauvaise situation à la maison. Donc on essaie de créer une sorte d'équilibre, une sorte de justice pour éviter qu'il y ait une certaine jalousie ou une certaine inimité entre les deux. Donc c'est la raison pour laquelle elle a le droit, elle, de se priver de son droit d'être nourrie par son mari et du coup de se priver à ce moment-là du devoir de donner son salaire à son mari, puisque l'essentiel, c'est le droit à la femme d'être nourrie par son mari et le fait de donner son salaire n'est qu'accessoire, n'est qu'une compensation. Là-dessus, on objecte. Il y a une braïta qui, dans son langage, a l'air de dire l'inverse, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est le salaire, et c'est en contrepartie que le mari doit la nourrir. Alors quoi? Métivé, tik nous maisonnot tachat maseadea. On a une braïta qui dit que le fait de la nourrir, les chachamim ont institué l'obligation de la nourrir, tachat, en contrepartie, maseadea, du fait qu'ils reçoivent le salaire. Et donc ici, on a l'air d'avoir une vision complètement opposée, que en fait les chachamim initialement et essentiellement auraient donné droit au mari de toucher le salaire de sa femme,
Et c'est que pour éviter des problèmes qu'ils ont dit, bah, du coup, si c'est lui qui prend l'argent de sa femme, pas chose qui doit la nourrir. Donc du coup, c'est une vision totalement inverse de la takana. La Gemara dit non, Ema, Tikno, Maséadea, Tachat Mezono. Non, même si c'est la formulation a l'air de dire l'inverse, tu peux la comprendre. Quand on dit en contrepartie, des fois ça peut se lire dans un sens comme dans l'autre. Et ici, en contrepartie, c'est pas réellement dans le sens où à l'origine c'était le salaire, non, c'est en contrepartie pour dire que c'est l'un face à l'autre. Mais en gros, initialement, ça reste le fait de la nourrir qui était une obligation des Chachamim. Et en contrepartie, et bien à ce moment-là, il a le droit de toucher son salaire, mais l'essentiel, ça reste les maisons. L'Agmara essaie de chercher une preuve à cela, que c'est bien, la première takana était par rapport au fait de nourrir sa femme, et ce n'est que la conséquence de lui prendre son salaire. Les mains, mais ça y allait. On va essayer de trouver une Mishnah qui va aller dans ce sens. C'est la Mishnah de chez nous. Amagdish, Maaseh Deishto, Arehi, Osad Bochelet, Baila Benizonet. L'Agmara dit on voit qu'un homme, dans la Mishnah, qui sanctifie le salaire de sa femme, eh bien ça ne marche pas. L'Agma dit de quoi parle-t-on? On parle n'est-ce pas d'un cas où le mari il nourrit sa femme. Donc comme il nourrit sa femme, il a le droit normalement de toucher son salaire. Et on voit que malgré tout, si il sanctifie ce salaire, ça ne marche pas. Donc c'est la preuve que quoi? C'est la preuve que à l'origine, le seul droit que quelqu'un a, c'est le droit que la femme a dans le fait d'être nourrie. Et lui, en compensation, il a le droit au salaire. Mais si tu dis qu'à la base, l'essentiel, c'est le salaire, et que c'est qu'en contrepartie qu'il doit la nourrir, si l'essentiel c'est le salaire, eh bien le salaire lui appartiendrait. Et s'il lui appartient, il pourrait le sanctifier. Tu vois bien que la raison pour laquelle il ne peut pas le sanctifier, c'est parce que ça lui échappe. Pourquoi ça lui échappe? Parce que dans l'absolu, la femme, elle peut, elle, décider ou pas d'être nourrie, et donc ou décider ou pas de lui donner son salaire. La Gemara dit lo, Beshaina Nizonet. Tu n'as aucune preuve. Dès que la Mishnah parle d'un cas où le mari ne la nourrit pas. Donc la femme, le mari n'arrive pas à la nourrir, par exemple. Il ne la nourrit pas. Donc comme il ne la nourrit pas, il n'a pas le droit au salaire de la femme. Et donc c'est pour ça que le Ekdesh ne marche pas. La Gemara dit mais ça c'est pas shoot. Il Beshaina Nizonet. Il est même bras. Filou les madama. יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך, אני מילא, בעבד כנעני, דלא כתיבה עמך, אבל העבד העברי, דכתיבה עמך, לא, כל שכן, אשתו. La Gemara dit attends, ça n'a pas de sens. Pas shoot que si il ne la nourrit pas, il n'a pas le droit à son salaire et qu'il ne peut pas être magdish. Pourquoi? Parce que le seul cas où on a trouvé qu'un maître peut avoir droit au travail de son esclave, il peut avoir droit au travail de son esclave même s'il ne le nourrit pas, c'est lorsque c'est un évêque qui n'a rien. Mais si c'est un évêque d'Ivry, même un serviteur juif, donc on parle d'un serviteur, un serviteur juif, je n'ai pas le droit de toucher, de bénéficier de son travail si je ne le nourris pas. A fortiori une femme, celui qui ne la nourrit pas, il ne bénéficie pas de son travail. Donc comme il ne bénéficie pas de son travail, c'est pas chose qu'il ne peut pas être magdish. Alors quoi? L'Agma répond, Seifa Israchale, Motar, Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Sanlar, Omer Cholin. Non, on peut expliquer et dire qu'effectivement, le début de la Mishnah, si on imagine que c'est un cas où il ne nourrit pas sa femme, et donc il n'a pas le droit au salaire, eh bien, effectivement, le fait de dire que dans un cas où il n'a pas le droit au salaire, eh bien, son Hekdesh ne marche pas, c'est pas shoot. C'est vrai que c'est pas shoot. Il n'y a aucun chidouche, simplement le chidouche c'est dans la suite. C'est quoi? Même un type qui ne nourrit pas sa femme, et donc qui n'a pas le droit au salaire, si par contre il est magdish le motard, il est magdish la partie supplémentaire, le surplus, et bien là-dessus, il y a une marloquette Rabbi Meir, et selon Rabbi Meir, c'est Hekdesh. Et ça, c'est un grand chidouche. Donc on peut justifier et dire que la Mishnah parle d'un cas où l'homme ne nourrit pas la femme, donc il n'a pas le droit au salaire, et malgré tout, on a besoin d'enseigner ce cas de la Mishnah. Et du coup, si on parle d'un cas où il n'a pas le droit au salaire, tu n'as aucune preuve que même dans le cas où il a droit au salaire, eh bien, ça ne lui appartient pas. Donc tu n'as pas de preuve de la Mishnah, en tout cas, même si pour l'instant on le pense, mais tu n'as pas une preuve claire dans la Mishnah que l'essentiel, c'est le fait de la nourrir, et l'accessoire, le fait de prendre le salaire, et non pas l'inverse. Agma va nous citer maintenant un avis qui n'est pas d'accord.
c'est Resh Lakish. Pliga de Resh Lakish. Amar Resh Lakish. Lot et matama de Rabbi Meir mishum kasavar adam. Magdish davar shelo ba l'olam. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi Rabbi Meir il pense que ça marche? À la base, motard, vous savez, motard, c'est le fait que la femme, quand elle va travailler, elle va peut-être travailler plus que prévu. Maintenant, ce motard, c'est quelque chose qu'elle n'a toujours pas gagné et qu'on n'est même pas sûr qu'elle va le gagner. Donc ici, on a un problème birklal. Est-ce qu'on a le droit d'être magdish? Enfin, est-ce que ça marche de sanctifier quelque chose qui n'existe pas? C'est que le ekdesh, c'est un issou ou ça, ça donne une chalout, ça donne un statut à l'objet. Pour donner un statut à un objet à un moment donné T, il faut que l'objet soit existant. Comment selon Rabbi Meir? Un surplus de salaire qui n'est ni existant ni prévu. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas existant, mais qui est prévu. Quelque chose qui n'est pas existant, mais qui est prévu, peut être considéré comme étant déjà existant, puisqu'il est prévu de venir. Mais le motard, le fait qu'elle gagne plus que la normale, c'est quelque chose qui est complètement imprévisible et inexistant. Alors Rabbi Meir, il pense quoi? À chaque qui attention. Selon Rabbi Meir, ne croit surtout pas que selon Rabbi Meir, on peut sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Et que c'est pour ça qu'il a dit que celui qui rend Ekdesh, le motard, le surplus du salaire, ça marche. Non, c'est pas pour ça. Et là, Tama de Rabbi Meir, Mitor Shachol, le Chofar, les Maaseh Adea, Naase, Keromala, Ikad Deshu Yadair, Naosehem. Puisque un homme peut forcer sa femme à travailler et à prendre le salaire, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas sanctifié le salaire lui-même, qui le salaire lui-même est quelque chose qui est inexistant actuellement et qui n'est même pas sûr d'arriver. C'est comme si il avait fait un éder par rapport aux mains de la femme. Il a sanctifié les mains par rapport à ce qu'elles allaient apporter comme salaire. Ce qui permet de donner au Ekdesh une chaloute par rapport à quelque chose qui existe. Les mains de la femme existent déjà. Il dit ces mains-là qui vont travailler, qui vont faire quelque chose, je sanctifie ces mains par rapport au travail et au surplus qu'elles vont fournir. Et à ce moment-là, ça marche. La Gemara, alors tout de suite, va nous dire que en fait, le mari n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. C'est une explication ici de Resh Lakish. La Gemara dit à lo malachi. Il n'a pas dit ça, le bonhomme. Comment tu peux dire qu'un homme qui a sanctifié une partie du salaire qui est inexistante, comment tu peux dire que ça marche sur le Rabbi Meir comme s'il avait dit je suis Magdish tes mains par rapport au surplus du salaire qu'elles peuvent me procurer. La Gemara dit qu'il va des Shamayel les Rabbi Meir. Damar, elle a la moitié de Varal le Batala. Nase qui omala ikadeshu yadair la osehem. On a un principe. Rabbi Meir pense qu'un homme ne parle pas pour ne rien dire. C'est-à-dire que lorsqu'un homme dit une phrase par rapport à un éder, par rapport à un ekdesh, par rapport à quoi que ce soit, et que si on se base sur ces mots à lui, eh bien, ça ne marche pas. D'accord? Il a l'air de faire un ekdesh, mais dans ces mots, il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas marcher. Comme Rabbi Meir part du principe qu'un homme ne parle pas pour ne rien dire, au lieu d'imaginer que sa kavana, elle est égale à sa phrase, et puisque sa phrase n'est pas complète, eh bien sa kavana ne l'est pas. Alors à ce moment-là, pourquoi il a parlé? Selon Rabbi Meir, lorsque quelqu'un parle, forcément il veut que ça ait une portée, et du coup, même si sa phrase est incomplète, nous on va chercher la kavana, l'intention la plus proche, mais de telle sorte à imaginer ce que le bonhomme voulait. Parce que selon Rabbi Meir, un type qui parle de Ekdesh, il veut que ça marche. Donc même lorsqu'il a dit « je sanctifie le surplus du salaire de ma femme », comme on sait que ça ne marche pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore existant, le salaire, et qui n'est pas sûr de venir, eh bien nous on imagine que sa kavana, c'était en fait de rendre Ekdesh les mains de sa femme, mais en partie par rapport au salaire. Et à ce moment-là, il y a un objet entre guillemets qui est existant, c'est les mains de sa femme, et c'est pour ça que ça marche. Et donc selon Resh Lakish, c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Alors, selon Rabbi Meir, on pense qu'en fait ici, même si sa phrase n'est pas complète, eh bien on imagine nous la kavana qu'il aurait eue pour faire en sorte que sa phrase ait une incidence. La Gemara dit, ça va Rabbi Meir, la Gemara dit quoi? Toi tu penses que selon Rabbi Meir, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui est inexistant. Mais pourtant il y a une braïta qui dit Omer leisha ariat mekudeshet li lachar shet gayer ou lachar shetit gayri lachar she'eshtaher
לאחר שתשתחררי, או לאחר שימות בעלך, או שתמות אחותך, ou לאחר שהחלוץ lich yivamech. On a ici un homme qui fait des kiddushin et qui dit je t'épouse, et les kiddushin prendront effet après que je me convertisse, après que tu te convertisses, après que tu sois libéré, après la mort de ton mari, après la mort de ta sœur, je ne sais quoi. L'homme a émis des conditions pour les kiddushin qui sont liées à un événement ultérieur qui n'existe pas. Et on voit là-bas selon Rabbi Meir, des coups d'échette. Donc pourquoi on ne dit pas clairement que selon Rabbi Meir, de la même manière qu'un homme peut faire des kiddushin et les conditionner à un événement ultérieur, eh bien il pense aussi, parce qu'ici c'est intéressant que la femme, elle aime les coups d'échette. Donc on dit arrête les coups d'échette, c'est le même la chose que Ekdesh, comme ça le rapporte soit dans le premier dapim de Maseret Kiddushin, et je crois là-bas, c'est la chose Ekdesh. Mais c'est pour ça que c'est mis de Pachet là-bas dans la Suga. Et en tout cas, ici ce qui est intéressant, c'est que puisque selon Rabbi Meir, il peut faire des kiddushin par rapport à un événement qui n'existe pas, pourquoi ne pourrait-il pas rendre Ekdesh sanctifié dès maintenant un salaire qui n'existe pas? Et à ce moment-là, on a compris Rabbi Meir dans la Mishnah clairement, sans dire qu'en fait, c'est parce qu'on imagine que le bonhomme, il avait l'intention d'être mitkaven sur les mains de la femme, et ainsi de suite. L'Agma dit quoi? Yahi en shemeha leka le mishma mina. L'Agma dit là-bas, c'est particulier. Dans le cas là-bas des kiddushin, c'est taloui be davar acher, et c'est la raison pour laquelle dans kiddushin c'est particulier, il peut le faire par rapport à un événement ultérieur, et par rapport à un ekdesh, donner une chalout. Surtout qu'ici le ekdesh doit marcher tout de suite. Eh bien le ekdesh doit marcher tout de suite, on ne peut pas le conditionner à quelque chose qui est ultérieur, donc on ne peut pas sanctifier le salaire tout de suite. Il faut sanctifier les mains de la femme, mais par rapport au surplus du salaire qu'elles peuvent lui procurer.